Regarde le mariage en ligne, mes parents ont texté. Ne gâche rien, ma sœur a averti. J'ai annulé. 10 minutes après, mon téléphone s'illumine de leur nom, en sanglots. Mais c'était déjà trop tard. Parfait. Voici la version de l'histoire entièrement francisée, avec les noms des personnages secondaires ajustés pour une immersion encore plus complète dans un contexte français. Je m'appelle Élise Fournier, j'ai 35 ans, et je vis dans une petite maison de location sur la côte déchiquetée de la Bretagne, où l'air sent le sel et le pain. Je suis chef de projet dans une ONG qui promeut la pêche durable, le genre de travail qui vous tient éveillé tard à analyser des chiffres, mais qui en vaut la peine quand on voit le port prospérer. Je ne suis pas du genre à chercher les drames. Je ne l'ai jamais été. Mais j'ai toujours été celle qui fait avancer les choses. Ayant grandi à Lyon, j'étais l'enfant qui organisait les repas de Noël chaotiques de la famille, qui s'assurait que les factures étaient payées quand mes parents oubliaient, et qui sortait mon jeune frère Adrien de tous les pétrins dans lesquels il se fourrait. J'ai déménagé en Bretagne il y a 5 ans pour une vie plus calme, rêvant d'ouvrir un petit café où les habitants pourraient échanger des histoires autour de galettes et de café. Mais la famille a une façon de vous rattraper, peu importe la distance. C'était un matin frisquet. Mon ordinateur portable était ouvert sur une facture impayée de 12 500 €, mon acompte pour un domaine en haut d'une falaise juste à l'extérieur de Dinard, réservé pour le mariage d'Adrien avec Théo Lemaire, le fils en or d'une dynastie immobilière locale. Mon thé était froid à côté de moi, la vapeur disparue depuis longtemps, quand mon téléphone a vibré. Un SMS du numéro de ma mère, signé par elle et mon père. « Salut ma chérie, on pense que ce serait mieux que tu regardes le mariage d'Adrien en ligne. Avec tous les invités et la famille de Théo, les places sont limitées et ça pourrait devenir compliqué. Sans vouloir te vexer. On espère que ça te va. » Je l'ai lu 3 fois, chaque mot s'enfonçant comme une pierre. Ils n'ont pas dit « ne viens pas », mais ils n'en avaient pas besoin. C'était clair. Je ne faisais pas partie du tableau qu'ils voulaient peindre. J'avais passé des mois à planifier ce mariage, à choisir le lieu, à virer des acomptes, à coordonner les prestataires, tout en travaillant 50 heures par semaine. Mais pour eux, j'étais juste une complication. Mieux valait que je regarde depuis mon canapé. Je n'ai pas pleuré. Je ne le fais plus. Pas depuis que j'ai appris que les larmes ne réparent pas ce qui est déjà cassé. Au lieu de cela, j'ai fixé la facture, mon nom en gras sous la mention payeur, et j'ai senti quelque chose changer. Je n'étais pas seulement la sœur qui faisait en sorte que les choses se fassent. J'étais la sœur dont il supposait qu'elle continuerait à le faire, sans poser de questions. Adrien, mon frère charmant et imprudent, a toujours été la star. À 30 ans, il a ce sourire facile qui fait que les gens lui pardonnent tout, l'échec de son école d'art, les cartes de crédit au maximum, une série de mauvaises décisions que j'ai discrètement réparées. Ce mariage était censé être son grand moment, unissant son destin à celui de Théo, dont la famille possède la moitié du front de mer à Dinard. Mes parents, Claire et Thomas, des enseignants à la retraite obsédés par le statut social, y voyaient leur ticket d'entrée dans l'élite locale. Et moi, j'étais celle qui s'assurait que le spectacle puisse continuer, jusqu'à ce qu'ils décident que je n'avais pas ma place sur scène. Avec le recul, j'aurais dû le voir venir. J'ai été le filet de sécurité de la famille d'aussi loin que je me souvienne. Quand Adrien a raté son école d'art à Nantes, je l'ai conduit à des entretiens dans un IUT près de Lyon, j'ai payé ses frais d'inscription et je l'ai coaché sur la manière d'expliquer son année sabbatique sans passer pour un décrocheur. Quand maman a eu sa prothèse de genou, j'ai pris 2 semaines de congé, je suis rentré à la maison et j'ai joué l'infirmière, remplissant le frigo, triant ses médicaments, et même repeignant leur Porsche parce que papa disait qu'il avait l'air défraîchi. Quand leurs économies ont pris un coup après que l'activité secondaire de papa en tant que coach de motivation a fait faillite, je leur ai viré 15 000 € de mon fonds pour le café. Sans condition. Je n'ai pas demandé de remerciements. Je voulais juste qu'ils aillent bien. Mais Adrien, lui, postait un selfie avec maman et papa, avec la légende la famille pour toujours, et récoltait des likes pendant que j'avais mal au dos à force de récurer leur sol. Ce mariage n'était pas différent. Adrien et Théo voulaient une parfaite cérémonie bretonne, vue sur les falaises, guirlande lumineuse tendue sur une pergola en bois de cèdre, un bar à huîtres fraîches. C'était bien au-dessus de leur budget. Les parents de Théo ont contribué avec une somme symbolique, assez pour paraître généreux sans vraiment aider. Maman et papa étaient entre 2 projets, comme toujours. Alors, je suis intervenu. J'ai trouvé le domaine,
négocier une réduction avec le propriétaire et verser la compte à mon nom. J'ai passé des nuits au téléphone avec les prestataires, réservant un groupe local, un fleuriste pour l'obsession d'Adrien pour les pivoines, et même un service de navette pour les invités. Adrien ne s'en souciait pas. Il ne s'en soucie jamais. Il m'envoyait un SMS rapide, « T'es la meilleure, Serette », et retournait planifier son enterrement de vie de garçon. Maman disait, « Tu es si douée pour ça, Élise. » Mais ça ressemblait plus à une tape sur la tête qu'à de la gratitude. J'ai continué parce que c'est ce que je suis, celle qui empêche les choses de s'effondrer. Mais les fissures étaient là. Je n'étais pas invité à la fête de fiançailles, on m'a juste demandé d'envoyer un cadeau. Quand j'ai proposé d'aider avec la liste des invités, Adrien a ri. Tu n'es pas très doué avec les gens, Élise. Théo et moi, on gère ça avec maman. J'ai géré des équipes sur des subventions de plusieurs millions d'euros, mais apparemment, je n'étais pas faite pour les plans de table. J'ai encaissé, continué à travailler, continué à payer. La fleuriste m'a remercié pour mes réponses rapides. Le groupe m'a envoyé une ébauche de playlist. J'ai créé un portail de planification, calendrier, contrat, tout, pour que tout le monde reste sur la bonne voie. Je pensais que j'en faisais partie, même si je n'étais pas sous les projecteurs. J'avais tort. La première vraie coupure est survenue quand j'ai remarqué que je n'étais pas dans le groupe de discussion du mariage. J'ai pensé que c'était un oubli. Adrien n'est pas très organisé, alors je lui ai envoyé un SMS pour qu'il m'ajoute. Il a répondu, « Oh, c'est surtout pour l'équipe de Théo et les témoins. Pas de souci pour toi, hein. » Si, il y avait un souci, mais j'ai hoché la tête à mon écran de téléphone et je suis passé à autre chose. Puis est venu l'email de la wedding planée, une femme nommée Audrey, avec qui j'échangeais des emails depuis des mois. Elle m'a posé une question sur un changement dans l'éclairage. Et quand j'ai dit que je n'étais pas sûr, elle a semblé confuse. Je pensais que vous étiez en charge de la production. Je l'avais été, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Adrien et Théo avaient repris les choses en main avec l'aide de maman, et personne ne me l'avait dit. J'ai proposé d'aider avec le programme des photos, mais maman a balayé l'offre. Porte quelque chose de joli. Peut-être du bleu marine. Le bleu marine te va toujours bien. Ce n'était pas un compliment. C'était un renvoi. Le vrai coup de poignard est arrivé au brunch d'enterrement de vie de garçon d'Adrien, un événement pré-mariage auquel je n'étais pas invité, mais où je me suis quand même présenté. J'avais pris l'avion, réservé mon propre hôtel et apporté les verres à whisky personnalisés qu'Adrien avait oublié de commander pour les témoins. Je suis resté là, serrant la boîte, attendant un signe de la main ou un sourire. Au lieu de cela, je les ai regardés rire autour de leur mimosa. Maman avec une écharpe assortie à celle de la mère de Théo, Adrien souriant comme un enfant. Les photos ont été mises en ligne ce soir-là. Tout le monde en lin impeccable, trinquant sous une arche florale. J'étais sur une seule photo, à moitié cachée derrière un serveur, non identifié. La légende disait, l'équipe de rêve d'Adrien. Je n'étais pas dans l'équipe. J'étais celle qui s'assurait que l'équipe ait un terrain pour jouer. Puis Manon, mon assistante au travail, m'a transféré un email qu'elle n'était pas censée voir. C'était d'Audrey, la wedding planée, à maman, confirmant le programme des photos. Veuillez vous assurer qu'Élise ne soit pas sur les photos au premier rang. Adrien et Théo veulent une photo de famille impeccable. Pas de discussion, pas d'explication, juste une directive. Je me suis assise sur mon canapé ce soir-là, fixant le plafond, essayant de me souvenir de la dernière fois où l'un d'eux m'avait demandé comment j'allais. Je n'ai pas pu. Je m'effaçais de leur histoire depuis des années. Mais c'était la première fois que j'avais l'impression qu'ils m'avaient complètement effacé. Cet email de Manon a changé quelque chose en moi. Ce n'était pas de la rage. La rage est bruyante. Et je n'ai jamais été bruyante. C'était une humiliation silencieuse et tranchante. Comme réaliser que vous êtes la seule à une fête à ne pas avoir reçu d'invitation. J'avais investi mon temps, mon argent, mon cœur dans ce mariage. Et ils ne voulaient même pas de moi sur la photo. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas appelé Adrien ni envoyé de SMS à maman. J'ai juste arrêté. J'ai arrêté de consulter le portail de planification, arrêté de répondre aux emails des prestataires, arrêté de prétendre que j'en faisais partie. Je me suis assise dans ma maison, le vent hurlant depuis l'Atlantique, et j'ai laissé le poids de tout cela s'installer.
Je n'allais pas supplier pour une place à une table qu'ils avaient déjà mise sans moi. La semaine suivante, j'ai manqué le dernier essayage de costume d'Adrien, celui que j'avais programmé et payé. Personne ne m'a envoyé de SMS pour me demander où j'étais. Je me suis connecté au portail du fleuriste où j'avais réservé ces pivoines hors saison qu'Adrien aimait tant et j'ai changé le contact pour son adresse email avec une note « Veuillez adresser toutes les demandes aux mariés ». J'ai fait de même pour le groupe, le service de navette, le traiteur. Je ne brûlais pas les ponts. Je leur tendais simplement la carte et je m'en allais. J'ai gardé des captures d'écran, cependant. Chaque email, chaque confirmation de paiement, chaque remerciement des prestataires pour mon efficacité. Je n'étais pas sûr de savoir pourquoi j'en avais besoin, mais quelque chose me disait de les conserver. Ce soir-là, j'ai posté une story sur Instagram. Une seule photo de ma table de cuisine dressée pour une personne avec une tasse de tisane à la camomille et une chaise vide en face. Pas de légende, juste le silence. Manon a répondu avec un emoji cœur. Elle avait compris. J'ai supprimé l'invitation du calendrier partagé pour le week-end du mariage, celle que j'avais créée pour que tout le monde soit coordonné. Personne ne l'a renvoyée. Personne n'a remarqué. Je suis resté assise là, la lueur de mon ordinateur portable comme seule lumière dans la pièce, et j'ai senti le premier frémissement de quelque chose de nouveau. Pas la liberté, pas encore, mais le début du lâcher-prise. Les jours précédant le mariage se sont fondus dans un calme étrange. Je n'ai pas annulé ma réservation d'hôtel à Dinard. Je n'ai simplement pas fait ma valise. J'ai arrêté de consulter le portail de planification, qui, j'ai appris plus tard, m'avait de toute façon bloqué. Les derniers paiements des prestataires d'Adrien étaient dus, et je ne le lui ai pas rappelé. Je n'ai pas appelé le traiteur pour confirmer le bar à huîtres ni le groupe pour finaliser leur setlist. J'avais été celle qui tenait les ficelles, et maintenant j'avais fini de tisser. J'ai passé mes soirées à marcher sur la côte rocheuse près de ma maison, le fracas des vagues plus fort que les pensées qui tournaient dans ma tête. Je n'étais pas en colère. J'étais fatigué. Fatigué d'être l'échafaudage pour une famille qui ne me voyait pas. Quelques jours avant le dîner de répétition, Adrien a posté une photo de son dernier essayage. Lui et Théo en costume sur mesure, maman rayonnante à leur côté. La légende remerciait tous ceux qui rendaient ce jour parfait. Mon nom n'y était pas. Je n'étais pas surprise, mais ça faisait quand même mal, une douleur sourde que je ne voulais pas nommer. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai vu la facture du lieu clignoter, toujours impayée. Je l'ai fermée, me suis versé un verre de vin et me suis assise sur ma terrasse, regardant le phare clignoter au loin. J'en avais fini de porter leur fardeau. Manon a remarqué le changement au travail. Elle n'a pas posé de questions, a juste glissé un café sur mon bureau un matin et a dit « Tu as l'air plus légère ». J'ai souri, pas sûr si elle avait raison. Je n'étais pas plus légère, pas encore, mais je commençais à sentir l'espace où leurs attentes avaient l'habitude de siéger. Au moment où le week-end du mariage est arrivé, j'avais pris une décision. Je n'allais pas le regarder en ligne. Je n'allais pas le regarder du tout. Le matin du mariage d'Adrien, j'ai conduit 3 heures jusqu'à la côte de Granit Rose, où les falaises tombent à pic dans la mer et où le réseau téléphonique disparaît. J'ai emporté un thermos de café, un exemplaire usé d'un roman et une couverture. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Je ne voulais pas savoir. Je me suis assise sur un affleurement rocheux, le vent emmêlant mes cheveux, et j'ai laissé le monde paraître plus grand que le désordre de ma famille. Pour la première fois depuis des mois, je ne planifiais pas, ne payais pas, ne réparais pas. J'étais juste là, à respirer. De retour à Dinard, le mariage partait en vrille. Manon m'a mise au courant plus tard, ses emails arrivant une fois que j'ai retrouvé du réseau. La fleuriste a appelé Adrien à l'aube. Ma carte de crédit, celle enregistrée, ne couvrait pas les pivoines parce que je l'avais retirée. Le groupe a annulé quand leur dernier paiement a été refusé. Les navettes ne sont jamais arrivées, laissant les invités faire du covoiturage sur des routes de campagne poussiéreuses. Le domaine est resté ouvert, mais le solde de 12 500 € planait, impayé. Le pire, c'était le chapiteau. Les parents de Théo pensaient que c'était réglé, mais ce n'était pas le cas. Audrey, la wedding planée, s'est démenée, mais le fournisseur ne voulait rien savoir sans un paiement d'avance. Adrien et Théo avaient explosé leur budget en signalétique personnalisée et en cadeaux pour les invités, ne laissant rien pour l'essentiel.
Les invités sont arrivés sur une scène à moitié préparée. Des chaises pliantes sur de l'herbe inégale, pas de fleurs, pas de musique, juste un hôtel improvisé sous un ciel nuageux. Quelqu'un a essayé de sauver la situation avec une enceinte Bluetooth, mais elle s'est éteinte après une chanson. Le visage d'Adrien, a dit Manon, était un mélange de fureur et de panique. Maman a piqué une crise, criant sur Audrey devant les invités. À midi, les gens ont commencé à partir, marmonnant à propos de la mauvaise organisation. Il n'y a pas eu de diffusion en direct. Audrey n'avait pas payé pour ça. Adrien a posté une seule photo ce soir-là, lui et Théo dans un champ, avec la légende Vœux sous les étoiles, juste nous. C'était une tentative désespérée de sauver les apparences, et les commentaires ont été brutaux. Où était le mariage? Qu'est-il arrivé au chapiteau? J'ai lu les emails de Manon dans un restaurant routier près de Saint-Brieuc. Un hamburger gras devant moi. Je n'ai pas souri, mais je n'ai pas eu mal non plus. J'avais lâché la corde, et ils avaient trébuché dessus. Ce n'était pas de la vengeance. C'était juste ce qui arrive quand on arrête de soutenir une maison qui n'a jamais eu votre nom sur l'acte de propriété. 3 jours après le mariage, j'étais de retour dans ma maison, un livre ouvert sur mes genoux, quand la sonnette a retenti. À travers la vitre, j'ai vu maman et papa, Claire en blazer impeccable, Thomas dans son habituel pantalon en toile, tous deux ayant l'air d'avoir répété un discours. Je n'ai pas bougé tout de suite. Élise, ma chérie, on peut entrer? A appelé maman, la voix tendue. J'ai ouvert la porte mais je suis resté dans l'encadrement. J'ai 10 minutes, ai-je dit. Ils sont entrés, jetant un coup d'œil à mon salon dépouillé, un unique fauteuil, une étagère en bois flotté, une photo de moi faisant du kayak en solo. Nous ne sommes pas là pour chercher des coupables, a commencé papa, les mains dans les poches. On veut juste mettre les choses au clair. Maman a enchaîné. C'était une période stressante, Élise. Adrien était dépassé. La wedding planée a tout raté. Ce n'était pas à cause de toi. Je n'ai pas hoché la tête, je n'ai rien dit. Papa a soupiré. Mais la façon dont ça s'est passé, ça met Adrien et Théo dans une situation difficile. Les parents de Théo sont embarrassés. Si tu pouvais juste dire que tu avais un imprévu professionnel ou que tu voulais leur laisser de l'espace, ça aiderait. Ils n'étaient pas désolés. Ils voulaient limiter les dégâts. J'ai jeté un coup d'œil à Manon, qui était passée déposer des dossiers de travail. Elle a posé un classeur sur mon comptoir, des impressions de chaque email de prestataire, de chaque paiement que j'avais fait, et m'a fait un signe de tête avant de s'éclipser. Maman a remarqué. C'est ton assistante? A-t-elle demandé, confuse. J'ai hoché la tête. Un silence lourd s'est installé. Ce soir-là, un SMS est arrivé de tante Nicole, qui tient une crêperie à Concarneau et qui m'a toujours soutenu. N'en fais pas toute une histoire, Élise. C'est déjà assez compliqué comme ça. Allons de l'avant. Pas d'excuses. Pas de « comment vas-tu ?» Même elle voulait que ce soit enterré. J'ai fixé le message, la douleur plus vive que je ne l'attendais. Si même Nicole ne pouvait pas le dire à voix haute, à quoi est-ce que je m'accrochais? Je n'ai pas répondu à Nicole. Je n'ai pas écrit la déclaration que maman et papa voulaient. Je ne me suis pas présenté au dîner post-mariage de dernière minute d'Adrien, une invitation par SMS arrivée 4 jours en retard. Tu nous as manqué. Reprenons contact. J'en avais fini avec leur histoire, une histoire où j'étais une note de bas de page qu'ils pouvaient effacer quand ça leur convenait. Au travail, Manon m'a aidé à vider mon calendrier de tout ce qui était lié au mariage. Elle n'a pas posé de questions, a juste renommé le dossier classé, non oublié et l'a déplacé dans une archive. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. J'ai commencé à rassembler les pièces de la vie que je voulais. Je suis allé à un marché d'antiquités à Rennes un dimanche, sans rien chercher de précis, juste en flânant. J'ai trouvé un petit porte-nom en chêne, patiné mais solide, avec de la place pour 2 noms. Je l'ai acheté, l'ai ramené à la maison et j'y ai glissé un seul bout de papier, réservé, non oublié. Je l'ai posé sur ma table de cuisine, en face de la chaise vide où j'avais cessé d'attendre que quelqu'un s'assoie. Ce n'était pas une conclusion. C'était un début. Le lendemain, je suis allé à la poste à la sortie de la ville, une enveloppe matelassée à la main. À l'intérieur,
Une clé USB étiquetée et dépenses mariage Fournier, finale et une lettre pliée que j'avais écrite mais jamais envoyée. J'ai toujours été là. Vous avez construit une vie qui fonctionnait mieux sans moi. J'ai payé en espèces, sans adresse d'expéditeur, et je suis sorti. De retour à la maison, j'ai supprimé l'album cloud partagé de la famille, je me suis désabonné du compte d'Adrien, j'ai mis maman et papa en sourdine. J'ai préparé une tasse de camomille, je l'ai posée sur la table et j'ai remplacé la dernière photo du mariage, un cliché flou de moi derrière un serveur, par une photo de moi sur la côte de granit rose. Le vent dans les cheveux, sans filtre. La vieille photo est allée face contre l'étagère. Audrey, la wedding planée, m'a envoyé un email un jour plus tard, document reçu. Compris. Pas de remerciements, pas d'excuses. C'était suffisant. Je ne cherchais pas le regret. Je cherchais ma propre paix. Il m'avait demandé de regarder le mariage de loin. Alors, je l'ai fait. Et de cette distance, j'ai regardé leur histoire s'effondrer. Non pas parce que je l'ai démolie, mais parce que j'ai arrêté de la soutenir. À tous ceux qui ont suivi ce voyage, merci. Vous m'avez accompagné à travers la douleur, la rébellion silencieuse et le moment où je me suis choisi.